Bonjour, je vous présente ici un modèle complet, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour présenter la situation de l'Afrique. Les titres de ce travail est Les complots contre l'Afrique, un cercle vicieux institutionnel durable. Je suis parti d'une observation simple. Je me suis dit qu'il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique. Et depuis, à cette époque, on ne parlait pas encore de la démocratisation. Par contre, chaque fois qu'il y avait eu un coup d'État, appelons ça comme ça, ces assaillants, prétendaient que c'est le peuple qui leur a demandé de prendre les pouvoirs, c'est pour sauver le peuple, pour l'intérêt du peuple. Et les étrangers aussi applaudissaient. Ceux qui venaient donner coup de main prétendaient eux aussi que c'est à l'appel du peuple. Et partant de ce coup d'État, on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs conséquences. D'abord, on voit que ces dernières années, les 25 dernières années, démocrature ou démocratisation du désordre et de la violence. Nous voyons que lorsque on tue au nom de la démocratie, lorsque les gens se révoltent sans même prendre suffisamment conscience des enjeux et des défis, et que les gens meurent à la suite d'un tel événement, on dit qu'on est en train de se battre pour la démocratie. Mais seulement, tout cela n'est pas suffisamment clair. Parce que c'est quoi la démocratie? On dit c'est le pouvoir du peuple, oui, mais quel peuple? Parce que finalement, c'est plus nous avançons dans la démocratie, c'est plus que le peuple est tapé. Mais le peuple est maintenant tapé démocratiquement. Et lorsqu'il y a des abus sont faits aussi par des démocrates. Vous vous rendez compte que tous qui furent à la base de la démocratisation, qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils font exactement ce qu'ils avaient accusé des dictateurs avaient fait. Et nous savons que toute cette démocratisation qui est survenue il y a 25 ans à la suite du sommet de la Bonne n'a été qu'une autre forme de récupération de l'Afrique. Puisque toutes les luttes qui ont été menées afin qu'il y ait une véritable indépendance, ou ce qu'on appellerait l'indépendance totale de l'Afrique, toutes ces luttes ont été sabotées. Les peuples ont voulu l'unité. Ils ont obtenu la désunion. Les peuples ont voulu la prospérité. Ils ont obtenu plus de misère, plus de pauvreté. Les peuples ont voulu aussi avoir le droit à la parole. Ils ont obtenu plus de censure. Ainsi de suite. Et donc, chaque fois que les coups d'État se produisent, cela était accompagné aujourd'hui par un travail de communication extrêmement puissant. Une médiatisation, on mène une campagne contre la dictature à un niveau international. Or, là aussi, on peut se poser cette question. Lorsqu'on parle de dictature, on a vu qu'en Asie, ou dans l'Europe de l'Est, prenons le cas, on a cité aussi l'ex-Union soviétique comme dictature. Toutes les dictatures asiatiques ont permis à ce continent de s'élever.
C'est-à-dire que les peuples d'Asie, les dictateurs d'Asie ont permis à leur continent de reprendre l'initiative culturelle et historique. Cela veut dire que les Asiatiques ont réétudié l'histoire de leurs ancêtres. Ils ont tout écrit dans leur langue. Ils ont enseigné par rapport à leur écosystème, par rapport à leurs propres ambitions et sans tenir compte de l'extérieur. Ils sont arrivés, on voit aujourd'hui ce qu'on appelle les dragons. Ils sont arrivés à un niveau de développement suffisamment élevé qui dépasse d'ailleurs un rythme absolu celui des pays qui les ont colonisés. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Corée, des deux Corées d'ailleurs, il faut le dire, parce que ces pays ont maîtrisé des technologies aujourd'hui que nous en Afrique, étant restés dans cette espérance de transfert de technologies, étant restés aussi dans l'espérance d'une coopération qui nous sortirait des difficultés, ayant en grande partie aussi refusé, pour une partie de l'élite, refusé d'étudier nos langues, nos cultures, et de les utiliser comme ressources pour la vie politique et la vie sociale, nous avons accumulé des retards. Et je prends deux cas ou trois cas, comme en Guinée, sous Sékou Touré, comme au Ghana, avec Kwame Nkrumah, qui parlait du panafricanisme. Ces personnes ont été traitées des dictateurs. Mais je vais prendre les cas les plus caractéristiques de cette situation, du refus de notre propre culture, en particulier par nos élites. C'est le cas de la RDC. Nous savons que la politique qu'on a appelée la politique de l'authenticité a été la première expérience intellectuelle. Ça n'a pas commencé comme ça, ce n'était pas spontané. C'est des intellectuels, dont Fema Kanda Kabobi, Mabika Kalanda. Mabika Kalanda avait écrit en 1965 un excellent ouvrage dans lequel il remettait en question la théorie du développement. Toutes ces personnes sont inconnues. En tout cas, l'authenticité est une expérience intellectuelle qui a été transformée en une expérience politique. C'est pour la première fois que des intellectuels ont été entendus et que leurs idées ont été transformées en une politique. C'était la plus belle chance pour la culture africaine, mais on l'a raté. Et aujourd'hui encore, on parle de la dictature. Or, les problèmes que le Congo allait avoir en 1900, à l'époque actuelle, si la politique de l'authenticité avait continué, il n'est pas impossible que le Congo et le Congo-Zaïre soient arrivés, en tout cas à un niveau de développement en rythme absolu, semblable à celui de la Chine, en tout cas des pays asiatiques. Cette expérience a échoué parce qu'on a parlé de la dictature. Et donc on a mené une vraie campagne de médiatisation interrompant cette expérience. En tout cas, on a créé les doutes dans l'esprit des élites congolaises et en partant surtout en s'appuyant sur l'Église. Et vous savez que lorsque le Congo a été colonisé, les rois léopoldais avaient confié l'éducation donc spirituelle et scolaire des Congolais aux mains du Vatican. C'est l'Église qui a fait le travail et
la résistance contre l'authenticité, qui n'est pas un problème du président Mobutu, mais qui est un problème de récivilisation du Congo, a échoué parce que les élites de l'Église catholique congolaise se sont opposées avec toutes leurs forces contre cette idée que nous retrouvions notre culture ancestrale. Donc, on va voir que cette campagne, en manquant des modèles intellectuels et des modèles politiques, nous sommes arrivés à cette situation-là. Cette situation, cette résistance contre les retours à l'authenticité a permis la mainmise sur l'Afrique. Et on voit tout un tas de facteurs. Donc, je dirais ici, il y a un problème de confiscation de la souveraineté des États africains par l'ONU et la communauté internationale sous prétexte de défense de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, aussi des accords de coopération qui furent signés avant. Mais je peux considérer qu'il y a une sorte de défaite démocratique des peuples africains qui est lisible à partir de la perte de leur liberté sociale, liberté culturelle, économique, juridique et politique. Nous avons eu, au cours de ces recherches, ce sentiment qu'il y a une seconde guerre froide qui se déroule en Afrique et qui oppose l'Asie et l'Orient. Donc, ces dernières années, nous savons que la compétition pour l'accès aux matières premières africaines se passe entre l'Occident et l'Asie. Alors, en passant par là, on a dit qu'on a récupéré l'Afrique en imposant une démocratie qui n'est pas culturellement admissible et applicable. D'abord, en termes de contenu, en termes de pratiques sociales, mais surtout pour que tout ce schéma, ce cercle vicieux fonctionne, on a ce que j'appelle finance et économie internationale de l'ignorance. On voit que lorsque nous prenons le temps de suivre ce que les médias diffusent sur l'Afrique, donc lorsque nous prenons le temps, on peut comptabiliser. Le matin, vous ouvrez une radio, une télévision, quelqu'un va parler de la crise financière en Afrique, l'autre va venir parler de la crise économique en Afrique, et puis un autre, vous allez crise sociale, crise spirituelle, et on ne parle que de crise. Or, le terme crise a plusieurs exceptions, mais je voudrais en retenir ici deux pour faire une première conclusion, puisque ces émissions sont des émissions qui doivent être courtes. La première acception, c'est que lorsqu'il y a crise, une crise, c'est un moment d'alerte. La crise annonce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le deuxième moment, c'est qu'une crise montre que les systèmes tels qu'ils fonctionnaient est arrivé à terme. Donc, il y a difficulté d'obtenir de bons résultats. Et donc, nous sommes dans cette situation où il y a une politique de l'ignorance sur laquelle, moi, est fondé le complot contre l'Afrique. C'est l'ignorance. Voilà.